Bonjour tout le monde, je me présente, Denis Trottier, je serai votre animateur pour cette nouvelle série d'émissions qui s'appelle Option Région. Dans le passé, j'ai été professeur de sciences politiques et de sociologie, j'ai été conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini, j'ai été maire de Péribonka, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, député de l'Assemblée nationale pour le comté Roberval, et j'ai toujours été très impliqué, que ce soit dans le monde syndical, culturel, économique, environnemental, parce que je pense que dans la vie, ce qui est le plus important, ce n'est pas de critiquer, mais de s'impliquer. Par ailleurs, je suis assez vieux pour savoir que personne ne possède la vérité. La vérité, elle n'est ni à gauche ni à droite, elle est dans un mélange des deux. Dans cette première émission de la troisième série, je vais faire un retour sur l'ensemble des émissions que nous avons eues dans le passé pour vous inciter soit à aller voir nos anciennes émissions ou tout simplement à voir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Rappelons tout d'abord qu'Option Région, en plus d'être diffusée sur notre site web optionregion.com, région sans accent mais avec un S, elle est diffusée également dans une quinzaine de télévisions locales ou communautaires de l'ensemble du Québec. Notre première série d'émissions était en audio et était d'une durée d'1 heure. Parmi les invités qu'on a eus, il y a eu entre autres M. Michel Nadeau, qui est le directeur général de l'Institut de la gouvernance du Québec, qui nous a fait un portrait de l'ensemble de la situation des salaires dans les grandes entreprises et qui nous expliquait que souvent, les grands PDG sont beaucoup trop payés par rapport à leurs employés et que ça devient même indécent dans certaines circonstances parce qu'on assiste à un écart de plus en plus grand des revenus entre les patrons et les employés. Il nous a expliqué également que si on considère l'ensemble des responsabilités et de la lourdeur de la tâche des politiciens au Québec, c'est qu'ils sont nettement insuffisamment payés. Alors que tout le monde pense qu'ils sont trop payés, bien, ce qu'il nous disait, c'était non, c'est pas vrai. Ils devraient gagner beaucoup plus cher que ça par rapport à leurs responsabilités. Il nous a également énuméré une série de recommandations concernant le salaire des grands dirigeants. Entre autres, comme proposition, il nous disait qu'il ne faut pas que les salaires soient faits en fonction des nombres d'actions qui leur sont données, parce qu'entre autres, ça incite les grands PDG à licencier beaucoup d'employés pour faire monter les valeurs de l'action, ce qui est très bon pour eux à court terme, mais ce qui est mauvais à la fois pour les employés et l'avenir de cette industrie. On a eu également M. Claude Belland, qui est l'ancien PDG des Caisses Desjardins, qui, lui, gagnait moins cher que beaucoup d'autres PDG en passant. M. Belland a été un homme très occupé toute sa vie. Il a fait partie de plusieurs grandes commissions. Il nous a, entre autres, entretenu de quelques-unes de ses passions, dont l'économie solidaire. Il nous disait qu'il faudrait faire en sorte que le succès d'une société soit mesuré non pas à la réussite individuelle, mais beaucoup plus à la réussite collective et à l'atteinte du bonheur universel. La meilleure façon de faire de la politique autrement, selon lui, c'est de favoriser la participation des citoyens aux décisions. Ça, c'est vraiment de faire de la politique autrement. Il nous a également rappelé que la liberté, qui est essentielle, n'est pas toujours garante d'une société meilleure. Il nous a dit que les périodes de grande liberté peuvent parfois être l'époque de la cupidité, de la recherche du profit, de la dictature du plus fort et des riches qui souvent vont s'enrichir aux dépens des autres, et qu'à ce moment-là, ça pouvait être très dangereux pour une société. Son entrevue a été faite avant que M. Trump soit élu président des États-Unis, et on en a une belle illustration aujourd'hui que la liberté, ce n'est pas la garantie du bonheur total. Toujours dans la première série d'émissions, j'ai fait le portrait de plusieurs grands personnages régionaux qui sont malheureusement pas suffisamment connus. On a parlé entre autres d'Onésime Tremblay, qui était un agriculteur au Lac-Saint-Jean, qui dans les années 20 s'est tenu debout contre le gouvernement Taschereau et contre la compagnie Alcan qui voulait noyer les terres des agriculteurs. Il s'est tenu debout de façon magistrale pendant une quinzaine d'années. Malheureusement, au bout de toute cette aventure-là, il a perdu à la fois sa terre, il a perdu sa ferme, il a perdu ses animaux, il a perdu sa maison. Mais finalement, ce qui a conservé une chose, la fierté de s'être tenu debout. Et ça, on doit rendre hommage à des gens comme ça. Et j'espère qu'un jour, ce personnage-là, comme d'autres en région, pourront avoir des statues, des monuments qui vont nous rappeler que dans la vie, il faut se tenir debout. On a parlé également de Paul Provencher, un ingénieur forestier qui a eu une carrière très longue sur la Côte-Nord, qui était, on pourrait dire, un personnage assez formidable du fait que
D'abord, il avait une connaissance forestière extrêmement grande. C'était un ami des Autochtones. Il a fait connaître leur culture. C'était aussi un peintre, un dessinateur. C'est un cinéaste. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour comprendre le passé, mais également le présent de toute la situation de la Côte-Nord. On a fait également, avec la collaboration de Roméo Bouchard, un portrait d'Esdras Mainville, qui était originaire de la Gaspésie, qui a été l'un des premiers à faire des expériences de forêt collective, qui étaient dirigées par des coopératives, qui étaient dirigées par des gens de la municipalité, et qui a été le premier Canadien-Français à occuper le poste des HEC au Québec. C'était un gars qui avait une pensée économique extrêmement intéressante, puis il disait que c'était régionalement qu'on devrait prendre les grandes décisions parce que c'est là que ça se passe. On a eu également des éditoriaux sur des sujets qui me tenaient à cœur, dont le titre du premier était « Non, la politique, ce n'est pas de la merde ». Moi, franchement, je suis tanné d'entendre toutes sortes de monde, des vieux, des jeunes, dire que la politique, c'est juste de la merde. Bien sûr, la politique n'est pas parfaite. Bien sûr, il y a quelques merdeux. Bien sûr, il faudrait travailler à améliorer notre société. Mais la démocratie, c'est le plus formidable outil collectif pour améliorer la société. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que c'est compliqué, mais je vous dirais, on est chanceux de vivre dans une démocratie. Il faut l'augmenter, il faut l'améliorer. Puis je vous dirais que ceux qui trouvent que c'est de la merde, essayez la dictature, vous m'en reparlerez. J'ai également fait un éditorial dont le titre était « Quand les élus municipaux font mieux que le gouvernement central ». J'y expliquais, entre autres, que souvent, des petites municipalités prennent des meilleures mesures que le gouvernement central, notamment pour protéger l'environnement. Quand c'est rendu qu'au Québec, une municipalité ne peut pas faire mieux que le gouvernement du Québec, ça n'a aucun sens, c'est complètement fou. Le rôle du gouvernement du Québec, c'est d'empêcher que les municipalités fassent pire, pas qu'ils fassent mieux. Là, ça veut dire que là, on a passé tout droit. Là. On est rendu que la bureaucratie, on est rendu que les normes, les règles sont plus importantes que le bon sens. C'est le temps que ça arrête. Dans la deuxième série d'émissions, qui était télévisée en collaboration avec la télévision communautaire de Dolbeau-Mistassini, les émissions étaient d'une durée de 30 minutes. On a eu plusieurs invités, dont Roméo Bouchard, qui était l'ancien coprésident de l'Union paysanne, qui a écrit de nombreux volumes. On a eu également aussi Claire Bolduc, qui était l'ancienne présidente de Solidarité rurale. Et avec eux, on a traité de toutes sortes de sujets, en passant par l'avenir de l'agriculture, l'économie, l'importance des régions, la connaissance des régions aussi, le sentiment de fierté d'habiter en région. On a fait le tour d'un ensemble de possibilités pour l'avenir du Québec. On a même examiné la possibilité et même la nécessité que chacune des régions puisse avoir leur propre constitution régionale. Et entre autres, en complément, on a eu comme invité M. Guy Bertrand, avocat de Québec, qui nous a parlé de sa vision de l'avenir. M. Bertrand nous propose d'avoir des gouvernements régionaux qui formeraient une république fédérale du Québec basée sur des gouvernements régionaux. Il y a eu également Guy Gilbert qui a passé sa vie dans le monde forestier, qui a travaillé à la fois pour le gouvernement, au ministère des Ressources naturelles, également pour des entreprises privées, mais aussi pour des entreprises coopératives, et qui nous a fait une leçon magistrale d'histoire de la forêt du Québec et qui concluait son histoire du Québec en disant que là où on était rendu, c'était de vraiment décentraliser la gestion de la forêt parce que les gens de Québec sont trop loin, trop théoriques pour être capables de prendre des décisions qui sont judicieuses. Parmi les autres invités, il y a eu également Éric Dubois, qui est conseiller syndical à la CSN, qui nous a fait un très beau portrait d'un des personnages les plus importants du Québec en matière d'engagement, Michel Chartrand. Pour compléter le tout, nous avions les coups de cœur de nos invités, c'est-à-dire les produits régionaux, les fromages, les poissons, dans le fond, tous les beaux produits qu'ils ont aimés et qu'on a décidé de faire connaître à l'ensemble des Québécois et des Québécoises par le biais de notre émission. Enfin, je ne peux pas nommer tout le monde, mais je remercie tous ceux et celles qui ont participé à notre émission d'avoir contribué à mieux faire connaître le Québec et de nous aider à bâtir une meilleure société. Quelques mots maintenant sur Option Région. Pourquoi Option Région? Pourquoi faire des émissions sur les régions? Il y a plusieurs raisons. Entre autres, du fait que les grands gouvernements, que ce soit au Québec ou à Ottawa, ont failli dans la tâche d'être capables de répondre adéquatement aux besoins différents de chacune des régions.
le Canada, le Québec, c'est beaucoup trop grand pour avoir une gestion mur à mur qui fait en sorte que ce sont les gens qui doivent s'adapter au programme au lieu d'avoir les programmes qui s'adaptent aux gens et aux réalités. C'est fondamental de cesser le mur à mur et c'est fondamental de pouvoir prendre des décisions là où le problème est. Je pense sincèrement que ce sont les gens qui sont dans le problème qui sont les mieux disposés à trouver la meilleure solution. D'autre part, selon une enquête d'Influence Communication, l'ensemble des régions du Québec en dehors de Montréal, en 2015 et en 2016, représentaient moins de 1 de l'information nationale. Ça veut dire que les régionaux, qui sont plus de la moitié de la population du Québec, représentent un petit pourcentage de l'actualité nationale. On ne peut pas accepter ça, parce que si on disparaît de l'actualité nationale, bien écoutez, ça veut dire qu'on n'existe plus, ça veut dire que personne ne se préoccupe de nous autres. Et ça va même plus loin que ça, parce que, vous savez, régulièrement, on entend soit un président de chambre de commerce, un dirigeant d'une grande banque qui nous dit que la solution pour les régions, c'est de les fermer. Ça, là. Moi, je vous dirais, je viens le feu, vous savez où, là? Ça me choque profondément que des gens qui ne connaissent pas d'abord la réalité du Québec pensent que la solution, c'est d'amener tout le monde à Montréal. Complètement fou, ça. Où sont les ressources de Montréal en matière de nourriture, en matière d'énergie, en matière de matériaux de construction, en matière d'à peu près tout? Comment Montréal pourrait-il vivre si les régions n'existent pas? À ceux et à celles qui disent qu'il faudrait concentrer toutes les ressources du Québec à Montréal pour en faire un immense pôle de croissance qui pourrait rayonner sur l'ensemble du Québec, bien, je leur dis, vous avez oublié l'essentiel parce que ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et non pas l'inverse. Quant aux objectifs d'Option Région, en dehors du fait de faire connaître les régions du Québec à l'ensemble des Québécois et des Québécoises, il y en a deux autres. Le premier, c'est de faire la promotion de l'autonomie locale et régionale. Le deuxième, c'est de favoriser la mise en place de ce que j'appelle un projet de génération progressiste pour le Québec. Comment on fait ça? Bien, entre autres, en faisant ce que j'appelle du journalisme autrement. Et comment est-ce qu'on fait du journalisme autrement? Bien, c'est entre autres en faisant ce qu'on appelle en France là, le journalisme de solution. À Option Région, nous autres, on ne cherche pas de coupables, on ne cherche pas de problèmes, on cherche des solutions. On cherche les solutions aux problèmes qu'on a. En même temps qu'on veut que chacune des régions ait plus de pouvoir, on veut également que l'ensemble des Québécois et des Québécoises mettent en commun un projet qui pourrait les rassembler, qui pourrait les réunir et qui pourrait faire en sorte que le Québec se développerait véritablement. C'est quand on a un projet en commun, qu'on travaille ensemble, là, on est plus fort, puis ça va plus vite. C'est vers ça qu'il faut aller. Et ce projet-là, ce sont des grandes orientations qu'on pourrait se donner pour les 25 prochaines années. C'est ça que j'appelle un projet de génération progressiste. Est-ce qu'on va réussir? Je ne le sais pas, mais comme j'ai déjà dit, c'est clair, ça vaut la peine d'essayer. Et c'est dans cet esprit que nous allons faire une nouvelle série de 12 émissions, toujours en collaboration avec la télévision communautaire de Dolbeau-Mistassini. Et comme contenu, on va revenir chaque semaine avec un ou deux invités, dépendant de la situation, et des gens aussi qui vont nous parler de leur coup de cœur. On va continuer notre chronique de coup de cœur. Et à ce sujet, un de nos coups de cœur de l'année passée a fait un succès monstre, on pourrait dire. C'était les bobettes Bilodeau de Normandin, probablement une des rares paires de bobettes qui est fabriquée au Québec. Ça a eu un succès assez important, même Infoman en a parlé. Et à ce sujet-là, j'ai lancé une invitation à Jean-René Dufort, qui était intéressé par les bobettes de Normandin, de venir nous parler lui-même de ses coups de cœur. Puis en passant, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas c'est quoi les bobettes, bien, comme dirait ma petite fille, c'est des petites culottes. Et quant à Jean-René Dufort, j'attends de ses nouvelles, je vous en reparlerai prochainement. Également, dans notre nouvelle série d'émissions, on va traiter de l'actualité de la semaine, on va avoir des comptes rendus de lecture intéressantes, on va avoir aussi une nouveauté qui est le courriel des auditeurs et auditrices. Si vous avez des questions là, qui vous chicotent, que vous ne savez pas, c'est quoi cette histoire-là, bien, vous allez pouvoir nous envoyer soit par courriel, soit vidéo, une petite question, pas plus que 30 mots, pas plus que 30 secondes, et on va y répondre à chaque semaine. Puis il y aura aussi une mini-chronique qui va s'intituler « Les petites choses qui m'achalent ». Vous savez, il y a des fois des affaires là, qui nous chatouillent. Là. Bien, je vais vous faire un petit briefing là-dessus. Par ailleurs, compte tenu du fait que cet automne, il y aura des élections municipales partout au Québec, bien, on va faire la première partie de notre série d'émissions va traiter beaucoup de l'aspect municipal là,
dans l'actualité parce que c'est un moment extrêmement important, à mon avis. Ça arrive une fois par 4 ans, puis nos élus municipaux peuvent faire partie des solutions et doivent faire partie des solutions. Ça nous amène à la première partie de notre émission. Après avoir fait le tour de nos anciennes, on commence les nouvelles. Et dans l'actualité cette semaine, disons tout d'abord qu'on est le 22 septembre, on est rendu à l'automne et que là, il fait plus chaud que cet été. Alors, on a même annulé le marathon de Montréal à cause de la canicule. Là, on commence à avoir des problèmes avec notre climat. D'autre part, hier, le 21 septembre, c'était la Journée internationale de la paix. Pas certain qu'il y a eu beaucoup d'événements par rapport à ça. Même que c'est un peu l'inverse. Quand on voit tous les débats qui se font entre Donald Trump et Kim Jong-un pour savoir lequel est le plus idiot de la planète et que lequel a le plus gros pétard entre les deux, c'est quand même assez inquiétant. On a de l'ouvrage à faire, mais il faut rester optimiste. Comme on dit, probablement que ces personnages-là ne seront pas ceux-là qui vont avoir marqué l'histoire de façon positive. Et on va passer probablement à des gens plus intéressants dans un avenir rapproché. C'est ce qu'il faut nous souhaiter. Dans l'actualité également, ce qui m'a intéressé, un article d'Alain Dupuc à la Presse Plus du 5 septembre 2018 qui s'intitule « Où va l'argent? » Bon, je dois dire que je ne suis pas souvent d'accord avec Alain Dupuc, mais cette fois-ci, j'ai trouvé que c'est intéressant. Il nous explique, entre autres, que dans les 10 dernières années, il y a eu une hausse de 14,1 % d'augmentation du budget de l'éducation, pendant que le nombre d'élèves diminuait de 6,5 %. Alors qu'on pourrait croire que les services ont dû s'améliorer, malheureusement, ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a de plus en plus de problèmes dans nos écoles. Et il se demande où va l'argent. Bon, il nous donne des réponses. C'est sûr qu'il y a l'inflation, bien sûr, qui gruge. Il y a aussi les augmentations de salaire des employés, ce qui est normal. Mais il reste quand même là, qu'une partie importante de l'argent, on ne sait pas ce qu'elle va. Et pour Dubuc, il y a un élément majeur sur lequel il faut travailler, un élément majeur d'explication, ce sont les grosses administrations lourdes et bureaucratiques du ministère de l'Éducation. Il dit même que ces grosses administrations-là finissent même par oublier l'essence même de leur mission, qui sont les enfants, l'éducation des enfants. Puis il nous dit que c'est le même problème en santé, qu'on a oublié les patients et que là, ce qui est important, c'est la bureaucratie, c'est le système qui se nourrit par lui-même. La solution, selon lui, c'est de revenir à l'essentiel, soit de prioriser les enfants et de valoriser les enseignants. Je suis d'accord avec lui, mais je trouve qu'il ne va pas assez loin. Parce que ça risque de demeurer des vœux pieux. Ça fait longtemps qu'on entend ça, s'occuper des enfants. Tout le monde est pour ça, le monde syndical, tout le monde. Valoriser les enseignants, tout le monde dit que c'est une bonne idée, mais il ne se passe pas grand-chose par rapport à ça. Si on veut diminuer la bureaucratie, il faut décentraliser. Il faut rapprocher le pouvoir des citoyens, des parents, des écoles. Si j'avais à choisir entre couper les commissions scolaires et couper l'administration centrale, je couperais la bureaucratie du ministère qui est bien loin des élèves et des parents. Toujours dans l'actualité, parmi les éléments qui m'ont intéressé, dans le Journal des Affaires, René Vézina, que j'aime bien en passant, qui est un des seuls à parler des régions, il nous rappelle qu'il y a une méconnaissance profonde des Montréalais par rapport à ce qui se passe en région. Souvent, les gens ont l'impression qu'en région, tout le monde vit de l'aide sociale, puis du chômage, puis que finalement, il n'y a pas d'entreprise, puis il n'y a rien d'intéressant qui se passe là. Lui, ce qu'il nous dit, c'est là, il faut arrêter ça, il faut changer ça, parce qu'il y a des entreprises extrêmement intéressantes à la fine pointe de l'actualité, qui sont modernes, qui créent beaucoup d'emplois, qui ont des problèmes pour recruter la main-d'œuvre, qui vont aller à Montréal, entre autres dans la Maison de la Région, puis dans d'autres éléments, pour être capable de recruter des gens, parce qu'on manque d'employés. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir de temps à autre, là, sur le fait qui, dans le fond, fait vivre qui? Les gens de Montréal ont l'impression qu'ils font vivre les régions, puis les régions ont l'impression que c'est les régions qui font vivre Montréal. La réalité doit être entre les deux, puis je vous donnerai éventuellement des chiffres là-dessus un peu plus tard dans une nouvelle émission. Toujours dans l'actualité, toujours dans le Journal des Affaires que j'aime bien, un article de Diane Bérard qui est à la fine pointe de ce qui se passe de nouveau au point de vue économique, là, qui faisait une entrevue avec M. Deepak Chopra, auteur conférencier, guide spirituel. Pour lui, il s'apprend de la spiritualité pour être capable de faire des entreprises qui ont du bon sens, des entreprises qui vont améliorer la société. Entre autres, on a une citation. Il nous dit « Nous avons créé une économie où l'on dépense de l'argent qu'on n'a pas gagné pour acheter des objets dont on n'a pas besoin,
pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, puis je trouvais ça assez intéressant. Puis là, comment est-ce qu'on sort de ce bourbier-là? Bien, c'est de revenir à des valeurs essentielles. Il faut que chacun de nous, on se rappelle, c'est quoi nos valeurs essentielles, puis qu'on soit capable de les transmettre dans notre entreprise. Ça fait partie de la solution pour améliorer notre société. Il faut que le monde des affaires revienne à des valeurs essentielles et qu'on cesse la course complètement stupide à l'argent à court terme. Je continue toujours dans le Journal des Affaires. Un autre article de Diane Bérard qui a fait une entrevue avec M. Ilian Mihov. M. Mihov est le doyen d'une faculté de MBA qui est classée comme étant la meilleure au monde selon le Financial Times, qui lui va un peu dans le même sens de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que lui, il dit, pour changer le monde, il faut changer les gens d'affaires. Il faut s'assurer qu'ils pensent dans la bonne direction. Parce que dans le fond, c'est que lui, ce qu'il constate, comme nous autres, c'est que les inégalités s'agrandissent de plus en plus dans notre société. Et compte tenu du fait que les entreprises sont dans la société, il faut qu'ils deviennent des partenaires de la réduction des inégalités. Ça ne pourra pas se passer si les entreprises, non, ça c'est le social, on ne s'occupe pas de ça. Non, ça fait partie de la business d'aujourd'hui que de penser à réduire les inégalités. On passe maintenant à la suggestion de la semaine. C'est que cette semaine, la suggestion s'adresse aux candidats et candidates pour les élections municipales qui veulent devenir soit maire, mairesse, conseiller, conseillère. Et ce que je vous dis, c'est qu'en novembre prochain, il y aura des élections dans toutes les municipalités du Québec et que ces élections-là peuvent, si nous le voulons, être un tremplin pour donner un second souffle au développement local et régional. Un peu partout dans le monde, on assiste à un vent de revendications sur l'autonomie locale et régionale. Ce n'est pas uniquement qu'au Québec, ça. Cette revendication provient notamment du fait que les grands gouvernements centralisés ont de plus en plus de difficultés à répondre à des réalités fort différentes d'une région à l'autre. Alors que les municipalités sont le gouvernement le plus près des populations et donc les plus en mesure de répondre adéquatement aux réalités les concernant, elles sont maintenues dans un état de dépendance par rapport à Ottawa et Québec. Bon. Qui plus est, on assiste à une accélération de la centralisation, comme on peut le voir dans le domaine de l'éducation et de la santé. Ce n'est pourtant pas la dépendance qui permet de se développer, mais bien l'autonomie. Il y a plusieurs années, on disait à l'UNESCO que le développement, c'est un processus qui vise à rendre les individus et les collectivités plus autonomes et mieux en mesure de maîtriser leur destinée. René Lévesque disait quant à lui que la décentralisation est un acte de confiance envers les régionaux dans leur capacité à trouver des solutions adaptées à leur réalité. On est bien loin de ça actuellement. C'est pour cette raison que je crois que les candidats et candidates aux élections municipales doivent saisir l'occasion de réclamer davantage d'autonomie en disant à leur population, si je suis élu, non seulement je vais m'occuper des égouts, des trottoirs et des parcs, mais je vais également réclamer plus d'autonomie financière et politique pour la municipalité et la région. Je crois que nous avons dans chacune des régions la capacité et les compétences de nous gouverner nous-mêmes, notamment en matière d'aménagement du territoire et de d'autres secteurs comme la santé et l'éducation et pourquoi pas même l'immigration. C'est à nous à décider ce qui se passe chez nous. C'est à nos futurs maires et mairesses, conseillers et conseillères de prendre l'engagement de réclamer plus d'autonomie locale et régionale afin que nous soyons les premiers responsables de notre développement. On passe maintenant à la question de la semaine. La question provient de Marie-Ève qui travaille avec moi sur l'équipe de la réalisation d'Option Région. Et sa question, c'est, dans l'émission, on parle beaucoup de décentralisation, mais comment peut-on espérer que le gouvernement québécois, entre autres, même fédéral, puisse décentraliser quand ils n'ont jamais été capables d'apporter des améliorations sensibles, comme par exemple le vote proportionnel, c'était promis plusieurs fois, ça ne s'est jamais réalisé. Comment est-ce qu'on peut penser que ça va se faire? Bien, la réponse est bien simple, c'est que là, moi, je n'attends rien du gouvernement québécois sur la décentralisation, ni encore moins du fédéral. C'est des organisations qui sont centralisées, qui croient que la meilleure façon de gérer, c'est la centralisation. Ce sont les élus locaux, les maires, les mairesses, les citoyens, les citoyennes qui doivent réclamer ça, puis qui doivent dire, c'est nous autres qui va être le boss de notre territoire. Si les gens au niveau local ne mettent pas le pied à terre et qu'ils disent « on est chez nous, c'est nous autres qui décident »,
Bien, ce n'est certainement pas les gouvernements centralisateurs qui vont décentraliser. Je vais vous donner un exemple de ça là, qui me préoccupe beaucoup, là. Ce matin, on apprenait dans le journal Le Devoir que le gouvernement du Québec, le gouvernement de M. Couillard, a décidé de permettre l'exploration et l'exploitation du pétrole dans nos lacs, dans nos rivières, ce qui, à mon avis, est totalement insensé. Ça veut dire que le gouvernement du Québec a oublié qu'il fallait protéger ces milieux-là qui sont essentiels. Puis aussi il y a d'autres mesures. Là. On va pouvoir faire ça près des sources d'eau potable. Bien, si le gouvernement abandonne la protection des milieux naturels, abandonne la protection des sources d'eau potable, bien, c'est les élus locaux, c'est la population locale qui doit décider et de dire un instant, vous autres, là, votre vision ne nous convient pas. C'est nous autres qui risquent d'avoir des problèmes, donc c'est nous autres qui va prendre les décisions. C'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Celui qui va avoir les conséquences doit être celui qui va décider, sinon ça n'a pas d'allure. Là, c'est des gens à Montréal, dans de l'asphalte, qui décident qu'on va permettre de sacrifier des milieux naturels. On ne peut pas accepter ça. En plus de ça, plus fondamentalement, là, présentement, les ressources naturelles, que ce soit Hydro-Québec, c'est géré à Montréal, la forêt, c'est géré à Québec, y a-t-il quelqu'un qui peut me convaincre que les décisions sont meilleures quand elles sont prises par des gens qui refusent de demeurer dans l'endroit où la ressource est? Si c'est le cas, là, que c'est mieux que les ressources soient gérées en dehors des milieux où les gens sont, bien, il faudrait peut-être que le métro de Montréal puis le stade olympique se soit géré à Chicoutimi ou à Rimouski. Est-ce que quelqu'un qui est en dehors de la ressource peut avoir une connaissance fine du territoire pour être capable de prendre des bonnes décisions? Non, c'est pas vrai. Je pense qu'on est rendu au moment où il faut faire confiance aux gens qui sont dans la ressource. Il faut que les gens de Montréal décident pour ce qui est à Montréal. Il faut que les gens du Lac-Saint-Jean décident pour ce qui est au Lac-Saint-Jean. Puis la même chose pour l'Abitibi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à une émission complète. On aura entre autres comme invité M. Claude Villeneuve, qui est une sommité internationale concernant tout le domaine de l'environnement, développement durable et des changements climatiques.